Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2007 et nous allons évoquer le fait du jour qui est, bien entendu, le bilan, le premier bilan que l'on peut faire du résultat, y a-t-il encore un résultat, c'est la question que nous allons nous poser, du premier gouvernement de M. Nicolas Sarkozy, président de la République. Pour évoquer tous ces problèmes, j'ai demandé à Jean-Christophe Monique de m'accompagner dans ces réflexions. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Claude. Nous sommes effectivement, mon cher Jean-Christophe, à une date qui, à un jour près, est un premier anniversaire, encore que la semaine ne soit pas une année. Et déjà, il nous a semblé qu'il n'était pas inutile de faire un premier bilan, tout simplement parce que des événements se sont, au cours de cette semaine, déroulés. Le premier d'entre eux étant que la presse de droite a, semble-t-il, déjà amorcé un virage de quasi-déception. J'ai été assez surpris, non pas surpris dans le fond, parce que c'est un sentiment que nous éprouvions aussi les uns et les autres, mais que la presse de droite qui avait soutenu de manière, j'allais presque dire fanatique, la candidature de Nicolas Sarkozy a depuis hier ou avant-hier commencé à amorcer un virage. Est-ce que vous croyez qu'il s'agit vraiment d'une déception ou plutôt d'un avertissement lancé au président de la République? Il est certain que le changement est patent, puisque nous l'avions analysé. Il y a tout dans le programme de Nicolas Sarkozy. Une chose et son contraire. Nicolas Sarkozy est un homme politique brillant, il faut le souligner, qui a mis en place une remarquable stratégie. Notamment pour la présidentielle, il a réussi à prendre l'intégralité, les 5/6 des voix du Front National, la moitié probablement lors du premier tour. Et lorsque nous disions à un certain moment que tous les candidats pouvaient éventuellement être dans les 20%, il est probable que c'était la réalité et que Nicolas Sarkozy a été prendre 10 points à Jean-Marie Le Pen au premier tour. Et il est certain qu'il a pris les 2/3 des électeurs restants au deuxième tour. Là, Nicolas Sarkozy, par son ouverture, maintenant que nous abordons les élections législatives, est en train de siphonner les voix de François Bayrou en faisant une ouverture à gauche. Et donc il aura, pour les présidentielles, pris toutes les voix du Front National. Pour les législatives, il va prendre une grosse part des voix du centre et du centre-gauche. Donc, sur le plan tactique et politique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, nous, ce qui nous a toujours un peu fait peur, c'est le fond du personnage, c'est-à-dire que par-delà la posture, quelle est la réalité, quelles sont les convictions de Nicolas Sarkozy. Bien malin celui qui arrive à les détecter. Nicolas Sarkozy, il est probable qu'il a une conviction en lui-même. En cela, il est bien le fils de Jacques Chirac, qui ne cherchait qu'une chose, c'est arriver au sommet du pouvoir. Il est au sommet du pouvoir et il veut l'intégralité du pouvoir, et la raison pour être tranquille, il veut avoir une grande majorité aux législatives. Mais le tout est de savoir pourquoi faire. Or, on voit dès les premiers gestes du président de la République des actes de renoncement. Il a dit qu'il était de droite et peut-être certains auront remarqué qu'il va rendre hommage à un résistant, ce dont nous nous réjouissons, mais il choisit un résistant, un communiste. Ce qui est quand même quelque chose de fort, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes de droite, puisqu'il se dit de droite, qui étaient des résistants, et justement la pensée unique a tendance à dire que les résistants étaient tous des communistes, que les communistes étaient le parti des 80 000 fusillés. Ils ont inventé des chiffres qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Ils étaient pourtant membres du pacte germano-soviétique, donc les communistes, pendant une bonne partie de la guerre, étaient du côté des collabos et ont même saboté les efforts de l'armée française. Et pourtant, Nicolas Sarkozy va rendre hommage à un communiste. Donc c'est un geste quand même qui montre une espèce de soumission au système. De la même façon, Nicolas Sarkozy a reçu longuement les syndicats. C'est la première chose. Or, on sait que les syndicats en France sont dirigés, depuis d'ailleurs la Seconde Guerre mondiale, par les communistes, et donc qu'ils ont conservé une structure de pensée. Ils sont communistes, ils bénéficient des prébendes du communisme. Il y a des entreprises qui ont des avantages qui sont complètement scandaleux. On pense à la SNCF, aux grandes entreprises publiques. Les travailleurs EDF, les travailleurs de ces entreprises sont dans une situation très favorisée par rapport à l'ensemble des travailleurs du privé en France.
Et donc il donne des gages au fur et à mesure à la gauche. Lorsqu'il dit il faut mettre fin à la repentance, le premier acte officiel du président de la République, ça a été de participer à une commémoration pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est aussi la repentance de l'homme blanc qui dit moi il y en a être mauvais homme blanc, moi il y en a avoir colonisé les Africains, moi il y en a avoir les pauvres voilà les pauvres Africains, moi il y en les avoir transformés en esclaves, moi il les en avoir adressés aux États-Unis, etc. Donc il y a une inversion des valeurs où le blanc se bat la coulpe. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses monstrueuses dans la traite des Noirs et dans l'esclavage, mais il avait dit qu'il mettrait fin à la repentance et il commence par cet acte symbolique. Donc c'est quelque chose de très particulier. Et donc on voit là, petite trahison par petite trahison, et on voit un Nicolas Sarkozy qui s'agite dans tous les sens. Et il est à l'image de Nicolas Sarkozy que nous avons toujours connu, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais qui part un peu dans tous les sens, et on a du mal à comprendre sa ligne directive. Alors il se précipite à Toulouse aussi, en disant que l'État pourra soutenir Airbus. Ouais, tout ça, c'est de l'étatisme, c'est du socialisme. Donc je comprends que les médias de droite aient quelques doutes. Alors quelques citations quand même, non pas exactement dans le texte, mais dans l'esprit. On a vu par exemple le Figaro éditorialisé sous la plume de Nicolas Barré, en mettant l'accent sur les réformes qui sont à faire et qui sont bien autre chose que celles qui sont annoncées, mais il n'en a pas annoncé d'autres. Ce qu'il a annoncé, c'est ce qu'on entend plus ou moins dire en ce moment, mais il n'a pas annoncé de réforme vraiment fondamentale. On a vu même François Dorcival, qui n'est quand même pas un critique acharné du gouvernement, s'inquiéter dans Valeurs Actuelles de cette semaine sur le mois de juillet qui va être dur. Philippe Tesson, qui lui aussi a soutenu très ardemment Nicolas Sarkozy, s'interroge pour savoir quelle est la nature du sarkozysme. Et même Christine Claire, la petite sœur des riches, d'après Le Canard enchaîné, qui est une très bonne journaliste par ailleurs, se demande s'il est vraiment très opportun de se promener en short dans l'Élysée, car après tout on pourrait aussi bien demander aux gardes républicains d'être en jean. Et elle conclut d'une manière cette fois-ci beaucoup plus sérieuse qu'effectivement le fait de garder ses distances est quelque chose qui peut être très utile lorsque viennent les difficultés. Et puis on pourrait citer comme cela beaucoup de mots émanant de journalistes. Et ce qui m'a également frappé, c'est la déclaration de M. Fillon à Marseille. Il a tenu une réunion publique à Marseille, où d'ailleurs il y avait 10 fois moins de monde que quand Nicolas Sarkozy était venu. Alors est-ce que c'est le signe d'une déception, ou est-ce que les gens ont eu ce qu'ils voulaient? Je ne sais pas. Mais enfin, il a parlé d'une grande novation qui consistait à voir effectivement le président de la République courir en short dans l'Élysée, et même parfois avec le Premier ministre en short lui aussi. Alors ça, c'est une vraie rupture. Et de fait, c'est nouveau. Du costume au short, voilà, c'est le short qu'on ne leur taillera pas, ou qu'on va continuer à leur tailler pendant les années à venir. C'est probable. On voit que c'est du domaine du show business. D'ailleurs, il est très lié au show business. Il se réfugie au Fouquet's au milieu des membres du show business. Il est sur des scènes avec les membres du show business. Nicolas Sarkozy fait de la communication, fait très bien de la communication, ça marche puisqu'il s'est fait élire au sommet. Mais par-delà la communication, quels sont les actes? C'est bien beau de se mettre en short et de quitter une tenue plus présidentielle, mais encore faudrait-il qu'il y ait derrière des actes. Or ces actes-là, on ne sait pas ce qu'ils seront et on ne voit rien venir. Alors le fond de la question, et vous venez de l'aborder, c'est effectivement de savoir ce qui sera fait réellement. Alors, il y a une excuse, évidemment, que le président et son gouvernement peuvent invoquer. Il y a l'obstacle des législatives. Il faut les gagner, il faut avoir une majorité. Enfin, ça ne les a pas empêchés de commencer à mettre en œuvre ou à préparer un certain nombre de projets. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est l'étonnement de ceux qui sont un peu déçus. Nous l'avions dit depuis le début, mais il n'a rien pendant sa campagne, indiqué d'autre que ce qu'il est en train d'annoncer et d'avancer. Donc il n'y a pas à attendre autre chose, puisque selon le principe bien connu que je rappelle assez souvent, c'est que les hommes politiques ne tiennent pas toujours leurs promesses, mais ils ne tiennent jamais celles qu'ils n'ont pas faites. Donc il n'a jamais promis de faire une véritable rupture telle que celle que par exemple avait faite Mme Thatcher. Et donc ne l'attendons pas, elle ne viendra pas. L'inquiétude, je crois, des milieux de presse, et probablement bientôt des milieux
éclairé, puis ensuite de tous ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy, vient du fait que ces changements qu'il a présentés comme une rupture ne sont pas aptes à créer une rupture. Donc ça, c'est vraiment une épreuve de vérité. Alors, je ne veux pas non plus faire le procès d'intention à Nicolas Sarkozy d'avoir, dès le début, décidé de ne pas tenir ses engagements, mais je dis simplement que ces engagements ne sont pas vraiment de nature à nous rassurer. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que vous pensez que, finalement, il va s'enliser dans ces négociations qu'il a déjà commencé de faire, avec les syndicats, par exemple, ou avec d'autres? Je crois que Nicolas Sarkozy est une personnalité qui manque singulièrement de fond. Et je crois que c'est le propre de la classe politique actuelle. Ce sont des gens qui, contrairement à Ronald Reagan, qu'on caricature beaucoup en France, ou Margaret Thatcher, Ronald Reagan avait fait des émissions radio pendant des années, et chaque jour, il s'exprimait sur un sujet différent, une chronique, il la rédigeait lui-même, et il réfléchissait à toutes les implications de différents sujets, qu'il s'agisse de la lutte contre le communisme, de la lutte contre l'Union soviétique, du trop d'État. Donc Ronald Reagan avait une réflexion très forte et était un homme intellectuellement mûr. Il en est de même de Margaret Thatcher, qui était entourée d'intellectuels qui avaient des convictions très fortes et qui était une combattante. Alors il est probable que Nicolas Sarkozy est aussi un combattant qui n'a pas de conviction. Donc évidemment c'est très difficile de combattre parce qu'on part dans tous les sens. Et c'est un peu, je pense, le sentiment que donne aujourd'hui Nicolas Sarkozy, qui a promis, encore une fois, tout et son contraire. Il a promis le droit au logement, le droit... il a promis le droit au logement opposable. Le droit au logement opposable. Oui. Il a promis... il a promis la déduction des emprunts d'intérêt pour l'achat de sa résidence. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, d'après les déclarations de M. Bork, qui est le ministre des Comptes, comme on l'appelle maintenant, que c'est assez conditionnel et qu'il y aura sans aucun doute une déductibilité des emprunts, des intérêts des emprunts, mais il est très probable qu'elle sera limitée à la fois en volume et dans le temps. Donc là encore, la promesse, elle, n'était pas conditionnelle. On a revu les déclarations de Nicolas Sarkozy pendant sa campagne, c'était vraiment une déduction pleine et entière. Et on peut comme cela ajouter d'autres facteurs d'inquiétude. Bon, je ne sais pas si la réduction de l'âge de la majorité du point de vue pénal sera sans doute faite. Il est vrai que ce sont des promesses qui ne coûtent rien au point de vue financier, de même que les peines planchées seront probablement prises. En revanche, on voit un flottement très net en ce qui concerne la détaxation des heures supplémentaires, car pendant la campagne elle-même, l'entourage de Nicolas Sarkozy s'était inquiété du caractère compatible ou non de cette déduction avec les dispositions constitutionnelles, car l'égalité devant l'impôt est quand même un principe auquel on ne peut pas déroger, même si on y déroge par d'autres moyens. Donc tout ceci fait que, de même que la détaxation également complète même des successions d'un certain niveau, semble être également une illusion pour beaucoup de Français, car d'après ce qui a été indiqué, plus de 90% des Français déjà n'en payent pas de droits de succession. Donc tout ceci fait un tableau qui paraît singulièrement inexistant par rapport aux problèmes posés. Et en plus, on apprend par ailleurs que la consommation recule. Alors ça n'est pas à mettre, bien entendu, au début de Nicolas Sarkozy. Mais encore qu'il était président du MP, du parti qui était au pouvoir depuis 5 ans. Donc c'est quand même... Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle, quand on a fait pendant des années un certain nombre de politiques, on est incapable d'en faire une autre? Est-ce que vous croyez que des gens peuvent sortir d'eux-mêmes, en quelque sorte, être touchés par la grâce et faire une politique différente, étant donné qu'il y a par ailleurs toute une série de structures qui les entourent et qui, elles, veillent bien à ce que rien ne change? Qu'en pensez-vous? Je pense que ce type de rupture est du domaine du rêve et que c'est ce dont les Français ont rêvé en votant pour Nicolas Sarkozy, qui est un homme du système et qui lui appartient depuis 25 ans.
Il était maire de Neuilly à l'âge de 28 ans, il a eu des postes ministériels très importants, il n'a pas rétabli la sécurité véritablement, puisqu'on sait que son bilan, ce sont les émeutes de novembre 2005, bon, pour lesquelles il n'était pas complètement responsable, mais il n'y a pas eu, alors on peut dire qu'il n'y a pas eu non plus de dérapage, mais on peut dire qu'il n'y a pas eu de sanctions également à la hauteur des événements, donc il n'y a pas eu de sanctions pour tous les délinquants qui ont mis le feu. Et puis il y a eu, pardon de vous interrompre, il y a eu 40% entre 2002 et 2007, donc date entre lesquels il a été la plupart du temps ministre de l'Intérieur, de 40% des violences aux personnes. Tout à fait. C'est quand même très inquiétant, ça aussi, parce que les violences aux personnes, c'est ce qui touche les gens. Le grand banditisme est évidemment un sujet le plus souvent d'intérêt médiatique. Hein. La plupart des gens ne sont pas affrontés au grand banditisme, même si la police, elle, l'est. Mais en revanche, la petite délinquance ou la délinquance des atteintes aux personnes, ça, c'est vraiment quelque chose qui touche les gens et qui est à l'origine probablement de la défaite de Jospin en 2002. Parce que n'oublions pas que, on nous a dit que c'était le vieux monsieur d'Orléans qui avait été mis en exergue par TF1, mais en réalité, les gens sentent bien quotidiennement ce qu'est la violence. Donc je vous rends à votre raisonnement. Oui, et sans compter d'ailleurs que ça c'est un chiffre officiel, mais qu'on sait qu'il y avait des ordres qui avaient été donnés à la police pour ne pas prendre l'ensemble des plaintes et les classer en main courante, ce qui fait que ça ne ressort pas dans les statistiques de la délinquance. On sait aussi qu'en ayant supprimé la police de proximité, il a supprimé des commissariats dans les quartiers et que les gens, justement dans les quartiers difficiles où il y a le maximum d'atteinte aux violences, aux biens et aux personnes, ces gens-là, lorsqu'ils connaissaient les policiers, étaient capables d'aller porter plainte. Lorsqu'il faut se déplacer loin pour aller porter plainte, ils ne le font pas. Donc en fait, on a aussi cassé une partie du thermomètre. Donc cette hausse des 40% est probablement très sous-estimée par rapport à la réalité. Et donc effectivement, Nicolas Sarkozy n'a pas eu un bon bilan dans le domaine de l'insécurité. Il n'a jamais eu non plus un bon bilan dans le domaine économique. Il n'a peut-être pas eu le temps non plus. Bon, non, effectivement, mais enfin, on a vu qu'il partait aussi dans tous les sens. Ouais. Il voulait que les prix baissent dans la grande distribution, mais il voulait qu'on augmente les prix qui étaient payés aux producteurs de fruits et légumes. Mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Les grandes surfaces auraient vendu à perte leurs fruits et légumes. Du coup, ils ont arrêté d'acheter des fruits et légumes. Et puis, il y avait de moins en moins de choix dans les supermarchés suite à cette politique absurde où on voudrait que le boulanger gagne plus d'argent et que le pain soit moins cher. C'est effectivement la schizophrénie classique de l'homme politique depuis la nuit des temps. Et on s'aperçoit que Nicolas Sarkozy est rigoureusement dans ce type de contradiction. Ce mariage du libéralisme et de l'étatisme, qui est un mariage finalement impossible, parce que ces deux caractéristiques sont strictement incompatibles. Non pas qu'il ne faille pas d'État, mais l'État n'a pas à se mêler des mécanismes économiques, et en particulier, il n'a pas à les perturber. Donc ce mélange, effectivement, on le retrouve maintenant, et c'est pour ça que je ne suis personnellement pas surpris de ce qui se passe actuellement, et ni de ce qui va se passer probablement, mais ce qui n'a pas encore été mesuré, et c'était le deuxième volet de la réponse que j'attends de vous, c'est l'importance des structures. Ce qui entoure le gouvernement de la République française, c'est quelque chose qui manifestement l'empêche de bouger. C'est votre avis également? Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toute la contestation du système. Or, le système français, il est comme ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que c'est un système communiste. Ce sont des ministres communistes qui ont mis en place la sécurité sociale, et vous êtes bien placé, mon cher Claude, pour le savoir, puisque vous luttez contre ce monopole de type communiste. C'est un système communiste dans le domaine de l'électricité, des transports, de l'éducation nationale, avec des monopoles, des prix qui sont déconnectés des prix du marché. Donc nous sommes en dehors d'un système de liberté, et tous ces gens ont un pouvoir absolu. Les technocrates, vous l'aviez souligné dans le livre d'entretien que nous avions fait ensemble sur la Révolution bleue est en marche, les technocrates contrôlent tout. Ils ont pris le pouvoir de manière officielle en 1974 avec l'arrivée de Giscard d'Estaing et Jacques Chirac au pouvoir. Depuis, ils ne l'ont pas lâché, et Nicolas Sarkozy est entre les mains des technocrates. Il est issu d'un système qui est un système technocratique. Et donc, il est certain qu'on voit déjà les syndicats communistes, la France aux ordres d'un cadavre, pour reprendre le titre
du livre de Maurice Druon. Ce cadavre est peut-être mort, ce cadavre fait peut-être 1,93% des voix dans les urnes, mais le cadavre du communisme contrôle encore la France, il contrôle encore les syndicats, et notamment les syndicats, on le voit, les syndicats, les 5 centrales syndicales françaises qui ont un monopole pour pouvoir se présenter aux différentes élections, sont toutes d'essence étatiste, communiste, ou trotskiste, ou socialiste, enfin on a toute la palette de l'étatisme, et ils sont censés représenter les forces vives de la nation. Or en fait ils ne représentent que les fonctionnaires, puisqu'il n'y a que 4% des salariés du privé qui sont syndiqués, alors que dans la fonction publique, que ce soit dans l'éducation nationale, à EDF, à la SNCF ou ailleurs, on atteint des taux de l'ordre de 30% de syndiqués, et donc la masse de leurs membres sont des fonctionnaires, donc ces syndicats défendent les fonctionnaires, sont eux-mêmes issus de la fonction publique et défendent les fonctionnaires. Et donc nous avons un système aujourd'hui qui est profondément injuste et contre lequel les Français devraient se rebeller. Ils n'ont pas choisi de le faire parce que visiblement la situation n'est pas encore assez tendue et que par le biais de l'endettement, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un état catastrophique. Le jour où il y aura des incidents de paiement, le jour où la France a fait faillite, c'est le livre de Philippe Jaffray. Eh bien, ce jour-là, peut-être les Français se réveilleront et peut-être se rebelleront-ils contre le système. Mais pour l'instant, ce système est tout puissant. De la même façon, on a vu Nicolas Sarkozy pendant la campagne a tout dit. Donc il a critiqué l'euro et nous-mêmes nous critiquons l'euro, mais sous un angle de liberté, c'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'une monnaie, il faut que les monnaies soient le plus souples possible, et donc il ne faut pas qu'elles soient dirigées par un super État européen et qu'il y ait la même monnaie pour des zones économiques qui n'ont pas la même croissance, les mêmes taux de croissance, les mêmes lois sociales, etc. Nicolas Sarkozy donc a dit que l'euro était trop fort, et l'euro effectivement pénalise l'industrie française. Et puis il a fait ses critiques pendant la campagne, et ensuite il a rencontré les gens de la Banque Centrale Européenne, et le président de la Banque Centrale Européenne, M. Trichet, est sorti de la réunion très content en expliquant je suis heureux de voir que le président de la République française, qui critiquait beaucoup l'euro, ne le fait plus maintenant qu'il est élu. Et donc il y a des intérêts, je dirais, qui sont non seulement au niveau français, mais il y a des intérêts européens, il y a des intérêts mondiaux. Il est dans un espèce de carcan dont il ne peut pas sortir. De la même façon, Nicolas Sarkozy a dit qu'il était opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, parce que les 2 tiers des Français y sont opposés, et probablement tous les Européens savent bien, tous les peuples européens savent bien que ce serait une catastrophe de faire rentrer 80 millions de Turcs qui en plus votent pour les islamistes au sein de l'Union européenne. Il a dit ça pendant la campagne, et il a été voir Angela Merkel, et Angela Merkel lui a expliqué qu'il fallait continuer à faire rentrer la Turquie au sein de l'Union européenne, et donc il est sorti de là en disant bah voilà, on l'a en quelque sorte remis au pas. Donc il se fait remettre au pas par les différentes institutions qui contrôlent le pays, que ce soit les syndicats marxistes, des intérêts de technocrates européens, qui sont eux aussi étatistes. Et les marges de manœuvre de Nicolas Sarkozy, finalement, il n'en a pas, il est issu du système, et donc, à moins un futur candidat révolutionnaire, je ne vois pas en quoi ce système peut se réformer. C'est toute l'analyse que nous faisons depuis des années. Et là, cette analyse va se vérifier très probablement, parce que nous sommes en effet, je ne dirais pas encore au bout de l'expérience, il n'y a que 8 jours et une journée de plus, mais nous approchons d'une certaine heure de vérité, parce que ce qui n'est pas engagé très vite ne se fait pas, nous le savons très bien. En particulier, lorsque vous voulez vraiment rompre avec un système, il faut le faire dans la foulée immédiate de l'élection, car à ce moment-là, l'adversaire, lorsqu'il a été battu, est groggy. Donc il ne peut pas réagir, et d'ailleurs, ça n'est pas antidémocratique, c'est tout à fait normal. Prenez l'exemple chiffré du nombre de personnes qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, 19 millions. Et combien les syndicats qui sont reçus en grande pompe à l'Élysée représentent-ils de monde? 1 800 000 personnes, dont 1 200 000 fonctionnaires. Donc tout ceci n'est absolument pas de nature à nous rassurer. Nous nous apercevons une fois de plus que la majorité a tort et que la minorité gouverne. Donc c'est tout à fait contraire à la démocratie. Et d'ailleurs, Margaret Thatcher pensait, elle, exactement l'inverse. Elle pensait que c'est la majorité politique qui devait gouverner et non pas
d'éventuelles minorités de rencontres, mais dotées d'un fort pouvoir de nuisance. Bien sûr, et Margaret Thatcher était une démocrate, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui est un technocrate, entre guillemets, même s'il n'est pas énarque, il est avocat, c'est quelqu'un issu du système qui a toujours vécu de ses mandats publics, qui a d'ailleurs bien vécu puisqu'il a une fortune qui est de l'ordre de 2 millions d'euros, puisque le président de la République est obligé de faire sa déclaration d'impôt, de patrimoine. Nicolas Sarkozy appartient au système, et le fils du système, est issu de ce système, et ne peut pas réformer ce système. D'ailleurs, il est probable qu'il n'en a pas l'envie et qu'il ne sait même pas comment le réformer. C'est probablement ça le grand problème de Nicolas Sarkozy, c'est que s'il peut avoir une espèce d'intuition en disant il faudrait réduire le coût du travail comme vous l'avez signalé, puis d'un seul coup il y a un technocrate qui lui dit mais c'est pas possible, il y a des engagements européens, il y a des engagements, il y a la législation, il y a la Constitution, et là Sarkozy regarde et dit on peut pas le faire, et puis il va essayer une autre idée, donc il va lancer des idées dans tous les sens, comme il en réalisera très peu sur la masse des idées qu'il va lancer, très rapidement la déception viendra, elle sera probablement immense et à la hauteur des attentes des Français qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, et dont beaucoup avaient un espoir, car il y avait une véritable force qui se dégageait de ces discours, et il y avait la possibilité, en faisant abstraction du système, de tout ce qu'avait fait avant Nicolas Sarkozy, sa personnalité, de croire aux mots et aux simples mots, même si certains mots disaient l'inverse d'autres mots. Eh bien, il y a des Français, comme toujours, se sont accrochés aux mots qui leur plaisaient, le travail, la patrie, l'identité, la sécurité, la nation, tout un tas de thématiques pour la droite de combat, et la liberté, moins d'impôts, etc. Ils n'ont retenu que ça, ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait autour. Eh bien, ce sera notre conclusion, puisque évidemment j'adhère à vos propos et je n'ai pas donc la nécessité d'y revenir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt donc pour un nouveau point sur la situation. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt et vive la France.